Donc, je pense qu'on va pouvoir débuter tranquillement. Je vais laisser la parole à Madame Gina. Parfait, merci Marc-André. Alors, bonjour à tous et toutes. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour ce webinaire du RISIC du 13 décembre 2023. Donc, ça me fait plaisir de vous accueillir, ainsi que ma collègue Josée Côté, qui est co-directrice avec moi du RISIC, et Marc-André, qui est notre directeur exécutif. Donc, pour ce qui est du fonctionnement là, du webinaire, là, j'imagine que si vous avez participé à d'autres webinaires, là, vous connaissez la procédure. Donc, sur cette plateforme-ci, euh, il n'y a pas possibilité de parler ou d'avoir sa caméra. Donc, si vous avez des questions pour nos conférenciers, vous utilisez dans le bas le menu Q&A là, pour les questions. Donc, toutes les questions peuvent être mentionnées à partir de cet onglet-là, puis on va les prendre davantage là, à la fin de la présentation. Donc, je vais introduire nos conférenciers d'aujourd'hui. Donc, on a un webinaire qui s'intitule Lorsque le personnel infirmier doit naviguer entre l'application des lois et la reconnaissance des droits en santé mentale. Et c'est un webinaire qui est présenté par nos collègues M. Pierre Parizeau-Legault et M. Étienne Paradis-Gagné. Donc, M. Pierre Parizeau-Legault, il est professeur agrégé au département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Il possède une expertise en soins infirmiers médico-légaux et s'intéresse aussi à la judiciarisation des problèmes sociaux. Il enseigne la psychiatrie, l'intervention en situation de crise et l'éthique clinique aux futures infirmières et infirmiers, praticiens spécialisés. Donc, ses recherches portent sur la mise en œuvre des droits humains, la gestion du risque et l'adaptabilité des pratiques d'intervention dans le domaine de la santé, plus particulièrement en contexte de désaffiliation sociale. Il participe aussi activement à différentes initiatives de recherche nationales et internationales portant sur les pratiques d'intervention auprès des personnes en besoin de protection. Il est chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, la discrimination et les pratiques alternatives de citoyenneté, ainsi qu'au Centre de recherche de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel. Et je voudrais aussi souligner qu'il a obtenu le prix Florence en enseignement et recherche en soins infirmiers en 2022. Nous avons aussi le plaisir d'avoir M. Étienne Paradis-Gagné. Il est professeur adjoint à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, chercheur boursier junior 1 du Fonds de recherche en santé du Québec. Ses travaux de recherche s'inscrivent dans le domaine des soins infirmiers médico-légaux également et de la pratique infirmière en santé mentale. Il s'intéresse particulièrement à l'interaction entre les milieux de la santé mentale et de la justice et aux enjeux cliniques et éthiques qui y sont associés. Il s'intéresse aussi aux notions de vulnérabilité sociale et à la pratique infirmière auprès des personnes en situation d'itinérance. Il est chercheur au Centre de recherche de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel et au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Alors, merci encore à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce qu'on souhaitait faire, Étienne et moi, en fait, là, c'est vraiment de profiter du séminaire pour avoir une discussion, un dialogue sur la pratique infirmière en santé mentale, puis plus particulièrement là, dans un contexte où des contraintes sont appliquées, que ce soit à l'égard des traitements, des hospitalisations et compagnie. Donc, on a voulu faire là, ce qu'on appelle un petit guide de navigation, mais aussi en mettant de l'avant nos résultats de recherche. Et également vous informant, puis en discutant, puis en mettant en dialogue les approches critiques là, en santé qui animent en fait nos travaux de recherche à Étienne et moi. Donc, dans le plan de présentation, on va vraiment y aller là, d'une brève discussion sur la pertinence des approches critiques en santé mentale, puis ensuite de ça, faire un état général de la problématique. Et c'est à partir de cette problématique-là qu'Étienne et moi allons vous présenter
les résultats, en fait, de 2 projets de recherche qui ont été récemment menés là, dans un contexte de coercition en santé mentale. D'un côté, selon la perspective des usagers ou des premières personnes premières concernées, puis de l'autre côté aussi, du côté des pratiques d'intervention, notamment auprès des infirmières et infirmiers en santé mentale. Donc, merci Pierre pour la présentation et l'introduction. Donc, en effet, c'est un plaisir d'être avec vous ce midi là, pour échanger, puis pour présenter ces résultats de recherche, puis pouvoir discuter davantage avec vous. Donc, en premier lieu, en fait, je vais faire un petit survol sur le plan plus théorique ou philosophique des perspectives critiques ou des théories critiques là, qui sous-tendent ces 2 projets de recherche qu'on va vous présenter. Donc, en fait, à quoi correspondent les perspectives critiques en recherche? En fait, ce sont généralement des perspectives qui proviennent d'autres domaines, soit de la philosophie, de la sociologie, des sciences politiques, et qui sont utilisées, entre autres, là, de plus en plus dans le domaine de la santé mentale. Donc, on sait que les théories critiques sont tout à fait pertinentes lorsqu'on veut étudier un phénomène social ou un phénomène de santé. Par exemple, en l'occurrence ici, là, les problématiques de judiciarisation et de coercition là, qui affectent les personnes qui vivent avec la maladie mentale. Donc, ce sont des perspectives qui viennent un petit peu éclairer là, les enjeux à la fois sociaux, sociopolitiques, éthiques et aussi cliniques. Donc, on sait que ce sont des approches qui sont davantage mobilisées dans les domaines des sciences sociales, par exemple le travail social, la sociologie, mais les perspectives critiques sont je dirais un petit peu moins là, mobilisées dans la discipline des sciences infirmières. De plus en plus, là, cependant, en santé mentale. Donc, ici, à l'écran, vous avez ces quelques exemples, en fait, d'auteurs qui utilisent ces perspectives critiques, donc dans le domaine plus spécifiquement de la santé mentale. Qu'est-ce qui a été étudié? En fait, le point de vue de la pratique infirmière dans le domaine, donc qui, selon certaines critiques, là, en fait, c'est que la pratique infirmière en santé mentale agirait un petit peu comme une extension du modèle biopsychiatrique ou du modèle biomédical. Donc, il n'y aurait pas nécessairement des fondements propres à la discipline, mais qui seraient plutôt largement empruntés du modèle biopsychiatrique. Peut-être enchaîner, exact. Donc, prochaine diapo, d'autres perspectives critiques en santé mentale qui portent surtout là, sur les soins infirmiers. Donc, certains auteurs affirment que les cursus ou les programmes de formation universitaires ou scolaires intègrent, puis vont reproduire un petit peu là, les mêmes systèmes de classification, par exemple le système DSM-5 nosographique, qui est largement utilisé dans la discipline des sciences infirmières. En fait, on se base beaucoup sur le modèle psychiatrique. D'autres auteurs vont même avancer là, une certaine inexistence d'une pratique infirmière en santé mentale par cette absence de fondement théorique et conceptuel propre à une discipline. On serait plutôt vers, comme on disait tout à l'heure, une extension du modèle biopsychiatrique. Et on a ici d'autres exemples de perspectives critiques en santé qui indiquent que les approches de plus en plus promues là, dans les systèmes de santé, dont l'approche du rétablissement, les approches basées sur les forces ou l'approche centrée sur les patients, seraient certes des modèles d'émancipation, mais seraient eux-mêmes là, de plus en plus critiqués comme étant, comme ne faisant pas assez de changements institutionnels dans les milieux psychiatriques ou de changements dans les façons de faire des cliniciens. Donc, ce sont différents exemples là, de perspectives critiques et on va vous montrer comment on a mobilisé ces perspectives-là dans le cadre de 2 projets tout à l'heure. Merci, Étienne. Donc, si on fait un bref survol là, de la problématique sur laquelle on va discuter aujourd'hui, ce qu'on voit, là, c'est que dans les tendances internationales en recherche, le recours à ce qu'on appelle la coercition formelle en santé mentale, donc c'est-à-dire des contraintes qui sont légalement autorisées là, par la loi, on voit que c'est dans une augmentation graduelle, constante. Donc, à l'international, oui, mais le Canada va aussi suivre cette tendance-là. Si je prends par exemple au Québec seulement, on voit là, que dans les données qui nous sont rendues accessibles suite à des demandes d'accès à l'information, on voit qu'il y a une augmentation quand même importante là, du recours à la fois aux gardes, au régime de garde, donc préventive, provisoire, autorisé, mais également aux autorisations judiciaires de soins. La même chose est applicable également en Ontario, où dans une étude là, qui a été menée en 2018, là, on a évalué que 77% des personnes qui étaient admises en psychiatrie l'étaient contre leur gré. C'est paradoxal parce que finalement, on parle d'une mesure d'exception, mais quand on s'intègre au quotidien de la pratique, on voit que finalement, cette exception-là devient rapidement une norme, s'inscrit dans le quotidien d'intervention. Ce qui est encore plus paradoxal, c'est que quand on s'intéresse à l'efficacité du traitement, quand on les compare des traitements involontaires, quand on les
compare au traitement offert sur une base volontaire, on voit que finalement, en termes d'efficacité, on n'arrive pas à en faire la démonstration. Est-ce que ça veut dire que ces mesures-là sont systématiquement à rejeter? On s'entend également pour différencier l'argument de la nécessité de l'argument de l'efficacité. Ce n'est pas parce que la mesure n'est pas efficace qu'elle n'est pas, dans certains cas, évidemment des cas de dernier recours nécessaires, mais sur le plan de l'efficacité comme telle, en matière de données puis d'évidence scientifique, on n'arrive pas à faire cette démonstration-là. Ça affaiblit donc l'argument puis la portée clinique, éthique, des arguments en fait qui sont en faveur là, du recours à des mesures de contrainte là, pour faciliter l'accès aux soins. Mesures qui sont d'ailleurs de dernier recours, je le rappelle. On voit aussi, là, ça a été annoncé dernièrement, qu'il y a une réforme qui est à venir en droit psychiatrique au Québec, notamment ce qui concerne la loi sur la protection des personnes dont l'État présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Loi connue là, pour les infirmiers et infirmières psychiatriques de santé mentale de loi P38. On voit donc que dans les prochains mois, il y aura une réforme annoncée, ce qui renforce également la pertinence du projet en fonction de ce qui précède. Ce qu'on voit également là, quand on s'intéresse à la configuration des pratiques d'intervention, c'est que le recours à la contrainte, à la coercition légale, ça va créer aussi une espèce de conflit de rôle chez les soignants, qui doivent donc partager leur rôle entre le fait de construire et de maintenir une alliance thérapeutique et également le partager avec les enjeux de sécurité là, de la dangerosité pour soi-même ou pour autrui. Donc, ce conflit de rôle-là va être important. On voit également que des conflits de cet ordre-là peuvent créer une forme de dissonance cognitive qui fait en sorte que les personnes vont soit s'adapter en se désensibilisant à cette pratique-là qui est problématique pour elles-mêmes, parce qu'elle n'est pas conforme, par exemple, à leurs valeurs, ou alors il peut y avoir un phénomène d'attrition qu'on connaît bien en psychiatrie aussi, où les soignants se désengagent et vont même jusqu'à quitter leur emploi parce que, encore une fois, là, les pratiques ne correspondent pas nécessairement à l'idéal de l'intervention. On voit également que ces pratiques-là sont décrites comme un mal nécessaire. Encore ici, c'est c'est une nuance qui est importante parce que si on décrit la mesure comme étant un mal nécessaire, on s'écarte un peu du principe de dernier recours puis du caractère exceptionnel de la coercition en santé mentale. Et on remarque également que la psychiatrie fonctionne beaucoup avec ce caractère exceptionnel-là, avec ces mesures-là qu'on ne retrouve en fait que très peu dans d'autres domaines de pratique. On voit aussi là, que depuis 2018, notamment avec la publication du cadre de référence sur l'application de la P38, on voit que le soutien à l'exercice des droits, c'est quelque chose qui est nommé. Est-ce qu'il est suffisamment? Ça, c'est une autre histoire, mais au moins, il y a une ligne dans le cadre de référence avec des références au fait que le soutien à l'exercice des droits est important, qui peut être exercé, que cette pratique-là, en fait, peut être mise en place par une grande diversité d'acteurs, notamment des acteurs communautaires, mais aussi le personnel soignant. Et là, je vais laisser la parole à Étienne pour discuter du premier projet dont il est question. Oui, tout à fait. Donc, je vais enchaîner maintenant avec des résultats de recherche qui ont été réalisés, qui ont été colligés en milieu institutionnel. Donc, Pierre a pu vous présenter un petit peu là, la problématique qui sous-tend là, nos deux démarches de recherche. Donc, on a pu voir en effet que, de manière générale, à l'international, mais particulièrement au Québec puis au Canada, on a un accroissement ou une surreprésentation du recours aux mesures judiciaires en contexte de santé mentale. Donc, les personnes qui vivent avec la maladie mentale se voient davantage judiciarisées, que ce soit sur le plan de la justice civile. Donc, quand on parle de justice civile, on réfère plutôt plus particulièrement pour le Québec, là, un recours à la garde en établissement et aux autorisations judiciaires de soins, ce qu'on appelle aussi les ordonnances de traitement, donc le fait d'administrer la médication et des soins contre le gré de la personne. Et également, on a cette augmentation du recours au système de justice sur le plan criminel et administratif. Si on pense par exemple aux personnes incarcérées ou détenues qui vivent avec des problématiques de santé mentale complexes, de plus en plus complexes, ou également là, tout le recours aux tribunaux administratifs pour les personnes qui se voient judiciarisées, qui sont par exemple jugées non criminellement responsables après avoir commis un délit, puis qui vont faire l'objet d'un suivi psychiatrique étalé généralement sur des mois ou quelques années également. Donc, ce recours accru au système de justice engendre inévitablement là, des enjeux cliniques, puis à la fois cliniques et éthiques pour les personnes qui en font l'objet. Les écrits parlent beaucoup là, de la stigmatisation accrue. On réfère ici à un double stigmate, soit d'un côté le stigmate de la maladie mentale, mais aussi, ce qui vient se rajouter à ça, c'est le stigmate de la criminalité ou d'être lié au système de justice. Donc, les personnes rencontrées là, dans différentes études font état d'une stigmatisation qui est plus grande lorsqu'ils sont insérés dans le système judiciaire.
Donc, vous avez pu voir aussi d'autres éléments comme une coercition perçue ou vécue par les personnes et un isolement social plus important, puis une diminution de l'autonomie ou de ce qu'on appelle l'empowerment aussi, qui est affecté beaucoup chez ces personnes. Tu peux peut-être passer à la prochaine diapo. Merci ici. Donc, là, vous avez pu voir un petit peu la problématique qui sous-tend ce projet de recherche-là qui a été réalisé en milieu institutionnel. Donc, pour cette recherche qualitative, le devis de la théorisation ancrée a été utilisé. Donc, c'est une approche qui est souvent utilisée en sciences infirmières, entre autres parce que les auteurs initiaux, là, Juliette Corbin, était infirmière de formation et anthropologue, qui a développé cette approche-là aux États-Unis. Donc, ce projet-là avait pour but de mieux comprendre comment la judiciarisation, donc l'association entre santé mentale et justice, vient affecter les personnes qui vivent avec la maladie mentale. Donc, quelle est la perspective de ces personnes-là qui se voient à la fois hospitalisées et aussi inclus dans le système de justice. Pour ce qui est de la perspective théorique qui est venue guider ce projet-là, eh bien, on a utilisé les travaux de Goffman, qui est un sociologue canadien dont les travaux viennent de la sociologie critique, donc qui est beaucoup utilisé là, dans le domaine psychiatrique. Goffman a apporté les concepts des institutions totales. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme-là? Ce sont des milieux où est-ce que les personnes sont admises et où est-ce que leur vie se voit structurée là, autour de normes strictes, de règlements, de façons de faire qui vont être généralement contrôlées là, par les soignants ou les intervenants en place. Puis il réfère aussi au concept de la carrière morale. Donc, qu'est-ce que la carrière morale? C'est un petit peu le développement de la personne qui qui rentre dans sa carrière de patient psychiatrique lorsqu'elle est institutionnalisée dans les milieux. Donc, Goffman fait référence, entre autres, à l'hôpital psychiatrique, à la prison, aux tribunaux, mais aussi aux orphelinats, par exemple, qui sont conceptualisés comme des institutions totales où est-ce qu'on a à la fois des mandats de soins à donner aux personnes, mais aussi un contrôle assez large là, sur leur vie personnelle et sur leur vie quotidienne. Pour ce qui est plus de la méthodologie, donc pour ce projet-là, bien, on a rencontré des personnes admises là, sur différentes unités, soit aux urgences, aux soins intensifs et sur des unités court terme, qui sont à la fois admis involontairement pour la plupart et qui ont été judiciarisés, donc qui ont fait l'objet de différentes mesures judiciaires, là, que ce soit sur le plan de la justice civile ou criminelle. Donc, on a fait des entrevues avec 10 personnes sur ces différentes unités-là. Puis ça a été complété là, en 2022, la collecte des données. Donc là, à l'écran, vous avez les 3 thèmes centraux qui ont émergé un petit peu là, de l'analyse des données. Donc, on a divisé ça dans ces termes-là. En fait, dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter chacun de ces thèmes, de ces grands thèmes qui présentent les données. Puis, je vais vous contextualiser un petit peu là, chaque thème avec des exemples, des citations qui proviennent de certains participants pour un petit peu imager qu'est-ce qu'on veut dire par les différents thèmes qui sont plutôt des concepts généraux, plus abstraits là, des données qu'on a analysées. Donc, on peut commencer avec le premier thème qui porte sur la diversité des trajectoires judiciaires. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce premier thème-là? Eh bien, comme ça le dit, c'est qu'on a une diversité de façons dont les personnes admises vont être judiciarisées ou on va être déjà soit dans la communauté ou en milieu institutionnel, vont se voir insérés dans le système de justice. Donc, on a un exemple d'un premier participant qui nous indique qu'il a été premièrement en détention. Ma mémoire commence à être un petit peu floue, mais je sais que je suis passé devant un juge. Puis, je suis resté au centre de détention. Je suis passé plusieurs fois devant le juge pendant que j'étais en prison avant d'être transféré en psychiatrie. Donc, on peut voir un petit peu la trajectoire de la personne qui a commis un délit, qui a été en détention, où est-ce qu'il était en psychose ou est-ce qu'il était très malade et par la suite a été transféré en milieu psychiatrique. Un autre participant qui nous indique qu'il était précédemment là, sous ordonnance de traitement. Donc, j'étais sous ordonnance de traitement. Puis après ça, je suis tombé sur le TAC. Donc, quand on parle du TAC, pour ceux qui sont peut-être plus familiers avec le milieu psychiatrique, on réfère ici, entre autres, à la commission d'examen des troubles mentaux. Donc, les personnes qui ont été soit jugées non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux ou qui sont en attente d'évaluation, par exemple, avec ce qu'on appelle communément le tribunal administratif du Québec. Donc, on a rencontré plusieurs personnes qui étaient à la fois admis involontairement ou qui étaient réadmis à l'unité sous délégation du TAC, en fait. Donc, les personnes qui étaient peut-être moins bien dans la communauté, dont l'état mental se détériorait, l'équipe soignante était un peu inquiète, donc ils ont pu les réadmettre, même involontairement, là, à l'unité.
Un autre exemple, ils m'ont poursuivi pour voie de fait. Donc, les policiers m'ont poursuivi pour voie de fait. J'ai été admis à l'hôpital et apparemment, j'ai été dans un programme pour aider les gens qui ont un problème de santé mentale. C'est ça qui m'a un petit peu sorti de la merde. C'est une avocate avec une intervenante qui voit mon cheminement. Oui, il y a un juge avec mon avocate. Donc là, il nous explique le participant, il ne faut pas troubler l'ordre pendant 1 an, ce que j'ai respecté, prendre ma médication, ce que j'ai respecté aussi. Donc, cette personne-là, après avoir fait un voie de fait là, à l'intention des policiers, a été admis en prison. Puis par la suite, il a été intégré dans ce qu'on appelle un tribunal spécialisé en santé mentale. Donc, c'est un peu une approche américaine qui a été instaurée là, au Québec et dans différentes villes pour éviter un processus de judiciarisation et de criminalisation des personnes. Donc, cette personne-là est suivie par des intervenants et doit respecter les consignes et les ordonnances du juge, soit ici là, de ne pas consommer de drogue, par exemple, de respecter l'ordre public, de prendre la médication sous forme injectable ou sous forme Péros, là, bien souvent des antipsychotiques ou une médication de traitement. Donc, la personne ça peut être sur 1 an ou 2. Donc, on peut voir que dans cette diapo-là, on a différentes trajectoires. Et puis, ce sont des trajectoires qui fluctuent et qui s'entrecroisent la plupart d'entre eux. Donc, les personnes qu'on a rencontrées font à la fois l'objet de mesures qui sont sous ordonnance de traitement, sont sous mesure du tribunal administratif. Plusieurs ont déjà été mis sous garde par le passé, ont été judiciarisés. Donc, on peut voir que ça peut être très complexe, ça devient un petit peu un flou pour plusieurs d'entre eux qui ne font pas toujours les distinctions entre les différents types de tribunaux, les différentes formes de système de justice, et ça devient, on peut imaginer là, très complexe, même pour les professionnels de la santé, c'est un réseau qui est complexe en soi, donc on imagine pour des personnes en situation de vulnérabilité dont l'état mental est détérioré, eh bien, ça peut être davantage complexe. On va terminer avec le second terme qui porte sur le processus de l'admission psychiatrique involontaire, donc le fait d'être admis involontairement, que ce soit sous garde en établissement ou sous les différents types de garde ou, comme je l'expliquais tout à l'heure, sous une réadmission, par exemple, pour les personnes sous délégation d'autorité. Donc, on a quelques exemples du début de ce processus-là de l'admission involontaire. Donc, bien souvent, vous allez voir, c'est souvent la famille qui va faire des requêtes pour permettre l'admission involontaire. Donc, ici à l'écran, participant 4. Mon frère et mon père m'ont amené à l'hôpital. Je faisais de la grosse euphorie. Ils avaient peur pour moi. Même chose pour la prochaine citation de la participante 1. Je vois les pompiers, la police, toute la brigade est arrivée pour me ramasser, pour me dire qu'ils me cherchaient et qu'ils avaient un papier comme quoi il fallait qu'ils me rentrent à l'hôpital psychiatrique pour avoir une évaluation psychiatrique qui a été demandée de la famille. Donc, tout ce processus-là de l'admission psychiatrique, pour la plupart des participants qui sont à leur première occurrence ou leur premier épisode, considèrent ça comme un choc, comme une confrontation très stressante et anxiogène pour eux parce qu'ils se retrouvent dans un monde nouveau. Là. Souvent, ils ne connaissent pas nécessairement le milieu psychiatrique. Ils se retrouvent privés de leur liberté. Souvent, comme on peut voir dans la citation précédente, là, les pompiers, les ambulanciers interviennent contre eux de force. Souvent, il va y avoir des mesures d'isolement, les menottes vont être utilisées même. Donc, ça devient vraiment un choc puis un traumatisme même pour la plupart. Évidemment, ceux qui connaissent bien le système et qui sont judiciarisés depuis un long moment deviennent beaucoup plus familiers avec les façons de faire, donc ça devient beaucoup moins stressant pour eux. Et il y a une certaine institutionnalisation là, qui se produit chez ces personnes-là. Donc, une participante nous indique ici, c'est pour ça que ça a été un choc, vraiment, ça a été vraiment un choc, parce que je ne m'attendais pas à me faire traiter comme ça. Et enfin, un autre participant qui nous indique, s'il me permettait d'avoir une sortie au moins, ce serait bien que je puisse fumer une cigarette pour me décontracter, pour me calmer un peu. Mais apparemment que quand tu es en garde, tu n'as pas le droit de sortir. Donc voilà pour le thème 2. Et enfin, le dernier thème qui porte sur les personnes qu'on a rencontrées s'intitule la judiciarisation vécue comme une expérience complexe. Donc, je viens de parler un petit peu là, de l'anxiété, du stress, beaucoup de la frustration rapportée par les participants par rapport au fait d'être admis involontairement et de faire l'objet de mesures très coercitives là, qui peuvent soit obliger la personne à demeurer à l'hôpital ou même l'obliger à prendre la médication, à ne pas consommer, comme j'expliquais, de substances, donc avoir beaucoup de normes précises à suivre. Vous avez ici un exemple. Je me suis senti un petit peu agressé, forcé. Je me suis senti pas écouté parce que je ne comprenais absolument rien. Personne n'était en mesure de m'expliquer quoi que ce soit. La seule affaire qu'il me répétait, c'était « On est obligé de vous garder, madame, on a un jugement de la cour comme quoi il faut vous rentrer pour une évaluation. » Oui, mais là, pourquoi je n'ai pas un mot à dire là-dedans? Où sont mes droits? Pourquoi je n'ai pas le droit d'être au courant?
Donc ici, ça, c'est un des éléments qui ressort beaucoup, c'est l'incompréhension des personnes par rapport aux démarches judiciaires, au fait de devoir comparaître devant le juge, par exemple ici, là, dans le cas d'une garde, d'une demande de garde. Donc, tout ça nous réfère encore une fois au choc d'un nouveau milieu, d'un monde inconnu, surtout si on parle aussi du jargon juridique qui est utilisé, la terminologie, des procédures à suivre et au décorum de la Cour. Donc, ça devient une grande source d'inquiétude pour plusieurs personnes. Et puis, l'absence d'accompagnement ou d'explication pour ces personnes-là est ressortie beaucoup à travers les données. Un autre exemple ici, je ne sais plus exactement si c'était clair pour moi ou pas, mais c'est sûr que m'expliquer les procédures judiciaires, ça, c'est une bonne affaire quand même. Encore une fois, c'est stressant, j'aime pas l'hôpital, je suis pas capable de ça. Et en plus, je fais de l'hypertension, imaginez-vous. Donc, ce besoin-là d'écoute, d'accompagnement et d'explication de la part du personnel soignant, surtout des infirmières, a émané beaucoup des données. Certains participants ont soulevé d'ailleurs que ceux qui avaient un accompagnement là, de leur infirmière régulière qui leur expliquait les façons de faire, les démarches qu'ils allaient suivre, par exemple, la possibilité de contester le jugement de la garde, par exemple, ont eu beaucoup moins d'anxiété, étaient beaucoup plus avaient une meilleure connaissance un petit peu des façons de faire, tandis que ceux qui se retrouvaient un petit peu dans le néant ou sans explication étaient, et en plus en étant instables mentalement, en situation de crise pour la plupart d'entre eux. Donc, c'est encore une fois une source d'anxiété plus élevée. Donc, voilà ce qui fait un petit peu le portrait des trois thèmes qu'on vient de présenter. Puis, plus tard dans la discussion, je vais vous revenir un petit peu avec des recommandations ou des discussions qui sont ressorties des résultats. Puis, on va maintenant enchaîner avec un peu des données d'un autre projet, cette fois-ci d'une autre perspective, celle des intervenants. Merci, Étienne. Donc, oui, puis je pense que le pont se fait très bien quand on parle de pratique d'intervention. Ben, nous, on a cherché à comprendre aussi comment étaient configurées ces pratiques-là, par quoi elles étaient influencées aussi, puis comment elles contribuaient aux soins des personnes, puis à leur bien-être également. Donc, toujours dans un contexte de contrainte. On sait, là, quand on dresse un portrait général de la littérature, que la coercition formelle en santé mentale, c'est quand même documenté, mais majoritairement pour ce qui relève des mesures de contrôle, donc isolement, contention et compagnie. On regarde, quand on fait le portrait de la littérature aussi, on voit que les études qui portent plus particulièrement sur la pratique infirmière, mais lors d'hospitalisation ou de traitement involontaire, ça, c'est un peu plus rare. Donc, il nous manque beaucoup de données pour comprendre un peu l'état des pratiques à ce niveau-là. Et dans les études qu'on a, bien, on voit que les sujets en fait, qui émergent, c'est beaucoup les questions attitudinales, hein, l'attitude du personnel infirmier vis-à-vis la coercition, ou alors la prévention du recours à la coercition. Mais la configuration des pratiques à l'intérieur même d'un épisode de contrainte, elle, est beaucoup moins connue. Et puis moi, évidemment, on part souvent de l'hypothèse hein, que les pratiques infirmières sont invisibles. Moi, je suis parti avec ça en disant avec mon équipe, bon, mais est-ce qu'elles sont invisibles? Est-ce qu'on a ici une invisibilité de la pratique ou alors un manque de reconnaissance? Et ce manque de reconnaissance-là, est-ce qu'on est capable de trouver des traces en fait de tout ça qui attestent de l'implication du personnel soignant, qui permettent aussi d'orienter notre étude, puis qui confirment ou infirment l'hypothèse d'une implication du personnel infirmier dans la mise en œuvre de ces normes légales-là. Et ce qu'on voit là, quand on a fait une revue de la jurisprudence, c'est que finalement, il y a 5 points hyper importants qui ressortent et qui sont, à mon avis, très intéressants là, pour réfléchir aux évolutions possibles des pratiques. D'un côté, on voit que les notes infirmières elles vont être admissibles en preuve, donc elles sont quand même reprises, institutionnalisées et participent en fait au processus judiciaire. Dans certains cas, on a aussi noté des traces dans les jugements des tribunaux où les infirmières pouvaient être appelées à témoigner, au même titre que d'autres types de professionnels de la santé, bien évidemment. On voit aussi que les infirmières sont souvent présentes lors de la signification des requêtes. Et une tendance qui se dégage de la recension de la jurisprudence québécoise qu'on a fait, c'est que souvent, on va retenir du rôle de l'infirmière que c'est elle qui confirme que la personne ne souhaite pas participer à son audience. Et déjà là, ça nous engage vers une voie qui est quand même assez intéressante sur le plan de l'analyse. Les infirmières vont aussi, dans certaines circonstances, expliquer aux personnes leurs droits et leurs recours et elles vont également faire un travail de liaison entre le tribunal et les hôpitaux, hein, parce qu'on est vraiment à l'intersection de deux systèmes qui se rencontrent, qui ne se parlent pas toujours nécessairement, et quand ils se parlent, ils n'utilisent pas le même langage. Donc, un travail de liaison, hein, parfois même de traduction entre le domaine médical, sanitaire, puis le domaine judiciaire.
Alors, si je reprends un peu la même grille qu'Étienne a utilisée, on est également dans un courant là, de théorisation ancrée. Nous, ce qu'on a mobilisé avec mon équipe, c'est l'analyse situationnelle. Donc, appelons ça une variante postmoderne de la théorisation ancrée qui a été développée par Adele Clark et qui implique en fait l'utilisation de plusieurs courants théoriques, notamment les théories de l'acteur réseau, mais également l'analyse de discours de type foucaldienne. Et on utilise donc des cartes qui nous permettent de cartographier l'état d'une situation, à la fois en termes d'acteurs, donc quel intervenant participe à la situation, et d'actants, et d'éléments humains et non humains. Donc, on va prendre en considération à la fois les intervenants dans leur pratique, mais aussi les institutions dans lesquelles ils évoluent, les normes de pratique auxquelles ils se réfèrent, etc., etc. En termes de cadre théorique, les concepts sensibilisateurs que j'ai utilisés ici, encore une fois, là, moi, je n'ai pas appelé à une théorie complète. J'ai plutôt appelé à des concepts là, qui sont bien connus dans le domaine de la sociologie, notamment au niveau de la bureaucratie de guichet ou du street level bureaucratie, qui estime en fait que les acteurs cliniques vont se voir attribuer là, des responsabilités importantes pour la mise en œuvre des politiques sociales. J'en appelle aussi là, au concept de sale travail ou de sale boulot, ce qu'on appelle le dirty work. Donc, encore une fois, une délégation d'un travail un peu déplaisant à certains acteurs. Aux typologies aussi de non-recours, en fait, où on est capable d'expliquer qu'un service est disponible, mais les personnes ne vont pas nécessairement y adhérer ou y recourir, ce qui place les personnes, en fait, dans un besoin de soins qui est non répondu. Et finalement, au travail d'organisation, qui a été documenté par Allen, qui Allen d'ailleurs, un peu comme Étienne le disait là, pour la théorisation ancrée, Allen est une sociologue, mais qui est également formée comme infirmière. Donc, on voit ici hein, que l'appel à des théories externes, il y a quand même des liens qu'on peut faire qui nous permettent de mieux expliquer la configuration des pratiques disciplinaires. Dans les données, on est allé chercher 19 intervenants. Là. À l'intérieur de ça, il y a 10 infirmières. C'est là-dessus que je vais me concentrer pour la présentation d'aujourd'hui. Mais suivant le principe de l'analyse situationnelle, on va toujours élargir notre recrutement pour mieux comprendre la situation. Mais on a souhaité aussi connaître un peu la perspective des parents aidants, des travailleurs sociaux, mais aussi des intervenants communautaires pour avoir une bonne lecture de la situation. Aux entrevues semi-dirigées, se sont ajoutées en fait 70 heures d'observation non participantes dans le quotidien de l'intervention, plutôt dans les milieux communautaires, mais également lors des enquêtes publiques du bureau du coroner. Et on a ajouté à ça une revue de la jurisprudence québécoise que j'ai présentée un peu plus tôt. Je précise également que ce projet-là, en fait, a deux autres parties, encore une fois, là, qui ont été élargies. On a souhaité également sonder la perspective des personnes premières concernées. Donc, c'est 11 personnes qui ont participé. Et également des proches aidants, donc des familles, qui sont également là, au nombre de 11. Ce que ça nous donne, je parle du schéma pour peut-être mieux expliquer mon propos. En fait, ce que ça nous donne comme mapping, comme cartographie, c'est qu'on voit que finalement, il y a des dimensions à la fois structurelles puis individuelles qui vont expliquer le recours à la coercition psychiatrique. Et sur ces éléments-là, je vais peut-être passer un peu moins de temps parce qu'on les connaît quand même bien, on est plus dans un niveau descriptif. Ce qui est intéressant, en fait, c'est ce qui arrive ensuite, c'est-à-dire de mieux comprendre les dynamiques qui, d'un côté, peuvent faire en sorte qu'on a ce qu'on a appelé un processus d'abandon au droit qui s'installe. C'est-à-dire que la personne, elle, les procédures sont respectées. Donc, ce qui est prévu par la loi, évidemment, il y a des situations où ce n'est pas le cas, mais de manière générale, est respecté. Mais la personne va quand même s'inscrire dans une dynamique de marginalisation, va quand même sentir, par exemple, que sa dignité est en jeu, que les services reçus dans le contexte d'un épisode de contrainte ne sont pas nécessairement celles auxquelles elle aurait droit ou auxquelles elle s'attendrait. Donc, on est vraiment dans une forme d'abandon, malgré le fait là, que la coercition formelle soit mise en place et qu'elle soit théoriquement garante de la protection de certains droits. Et de l'autre côté, on s'est intéressé aussi à ce qui pourrait donner ouverture à une dynamique qui est plus intéressante sur le plan de la reconnaissance des droits. Donc, dans le niveau descriptif, là, si on s'intéresse aux dimensions individuelles, ici, là, je précise également qu'il y a des notes de terrain qu'on prend dans le contexte de ces études-là. Donc, ici, on est vraiment dans le niveau descriptif. Il y a trois dimensions qui sont ressorties là, de la perspective individuelle. C'est-à-dire que d'un côté, le statut légal va appeler plusieurs connaissances et habilités de la part du personnel soignant, qui eux-mêmes doivent distinguer les différences d'attente, de procédure, si par exemple, on compare la garde préventive à la garde provisoire ou si on compare le régime de garde à une ordonnance de traitement ou une autorisation judiciaire de soins, qui finalement vont impliquer des choses très différentes en termes de ce qu'on peut imposer ou non, par exemple, en termes d'informations qui doivent être transmises à la personne. Donc, on voit ici déjà un élément intéressant, c'est de voir que finalement, ça mobilise des habiletés qui sont maîtrisées ou non par le personnel soignant pour répondre aux exigences de la loi. On voit également qu'il existe une très grande différence entre les besoins objectifs, ce qui est constaté à partir de la perspective clinique,
et les besoins subjectifs auxquels là, vont s'intégrer les attentes aussi envers le milieu et envers les intervenants. Et si on voit ici souvent là, que c'est les besoins subjectifs et les besoins objectifs étaient très différents. Il y avait bien souvent, là, dans l'analyse du discours qu'on a fait, un fossé énorme qui séparait le constat clinique qui était fait à l'égard des besoins de la personne et finalement ce que la personne, elle, réclamait comme traitement et comme qualité d'intervention. On voit également que la condition de santé est prise en considération, surtout quand vient le temps de statuer ou d'évaluer, d'apprécier l'aptitude à consentir aux soins. Au niveau des dimensions structurelles, il y a 3 éléments qui ressortaient, et c'est là ici là, qu'il y a un appel théorique quand même un peu plus important. On voit que le personnel soignant va être effectivement confiné aux salles de travail, aux salles boulot, donc à la notion de dirty work que j'expliquais tantôt, notamment parce qu'on leur demande beaucoup de toujours intervenir en mode de crise, d'appliquer des mesures de contrôle, de veiller à l'administration de la médication. Ça, on parle vraiment d'exigences institutionnelles auxquelles le personnel soignant est confronté. Donc, on voit que vraiment, c'est un rôle technique qui souvent va être attribué, qui va s'accompagner aussi de pratiques un peu plus oppressives, notamment sur le contrôle de l'information. On voit que finalement, il y a un sentiment de désorientation, de perte de repère qui est nommé par les personnes. Et on ne répond pas nécessairement à ça en termes d'information sur, par exemple, l'état des procédures qui vont mener à la garde, sur ce que la personne peut faire finalement pour exercer des recours, etc., etc. Et les pratiques vont donner lieu aussi, surtout lorsqu'elles sont en nombre important et dans des milieux très précis, comme par exemple à l'urgence, où finalement on est souvent confronté à des hospitalisations involontaires ou à une forme de banalisation, où finalement la personne, selon les procédures, va par exemple être mise en jaquette, installée en chambre. On n'est pas très loin de l'isolement malgré que la porte ne soit pas barrée. Et finalement, elle attend patiemment l'arrivée du médecin. Donc, on a une forme de médicocentrisme qui est là aussi, une attente aussi qui est très angoissante pour la personne et une absence de réponse aussi là, dignifiante là, sur le plan des pratiques. Ce que ça entraîne, en fait, c'est qu'on a documenté aussi des dynamiques de marginalisation, c'est-à-dire que plus ces mécanismes-là sont en place et plus la personne, finalement, se heurte à des hospitalisations contraintes multiples, on voit que finalement, on peut contribuer à une situation de non-recours, c'est-à-dire que le service est disponible, il est proposé, mais la personne, pour différents motifs, va dire, ben non, je ne veux pas y aller. Donc, il y a plusieurs intervenants et des infirmières qui nous nommaient cet élément-là, c'est-à-dire que, ben, la personne, là, ça fait 2 ou 3 épisodes qu'elle nous arrive là, avec une mesure de contrainte. Et ce qu'elle nous dit, c'est que là, elle ne veut plus vraiment nous parler, elle ne veut plus nous transmettre ou se confier même sur les difficultés qu'elle vit, de peur que ces mesures-là soient réappliquées. Donc, on voit qu'ici, on est dans un très grand paradoxe où finalement, les services qui sont normalement destinés aux personnes en santé mentale sont refusés par ces personnes-là parce qu'elles n'adhèrent pas nécessairement aux traitements qui sont offerts ou à la façon dont c'est fait. Je ne dis pas que ce sont des situations qui sont généralisées, mais c'est des situations qui ont été régulièrement notées dans le contexte des entrevues. Étienne en a parlé un peu aussi tantôt. Là, on voit que les proches sont impliqués, mais il y a des liens familiaux qui sont également très fragilisés ou même parfois même brisés. Et ici, là, ça évoque la pertinence des approches qui sont un peu plus typiques là, aux interventions de nature familiale. Les résultats suggèrent finalement de nous intéresser là, pour les dynamiques de marginalisation, à la qualité des soins qui sont offerts lorsque les mesures coercitives sont appliquées. Il y a par exemple des intervenants qui nous disaient, ben, la question, ce n'est pas nécessairement la garde préventive, la garde provisoire. C'est plus l'insatisfaction des personnes qui finalement doivent porter une jaquette, à laquelle on refuse d'aller fumer, pour laquelle on contrôle la nature des contacts téléphoniques et compagnie. Donc, dans le traitement réservé aux personnes, à l'intérieur même de ces épisodes-là, c'est là que finalement, il y a encore énormément de choses à travailler. Puis nous, c'est ce qu'on a essayé de faire en fait en travaillant, puis en mettant de l'avant, en essayant de théoriser aussi ce à quoi peuvent correspondre des pratiques d'accompagnement et de soutien. On a souhaité également séparer l'accompagnement des pratiques de soutien. Donc ici, là, cette diapo-là concerne principalement les pratiques d'accompagnement et on a identifié en fait 3 éléments de cette dimension-là qui sont importants à prendre en considération. Donc, on a l'aspect de la médiation. Puis ici, là, je vous mets en surbrillance là, les propos des participants. Évidemment, les noms ont été remplacés par des pseudonymes. Il y a Juan qui nous dit là, que d'un, ça dépend de la relation thérapeutique que j'ai. Je ne peux pas toujours aider la personne, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ils n'auront pas toujours confiance en moi. Je fais partie du milieu qui les contraint et des fois, le lien ne sera pas possible de toute façon. Alors, je préfère qu'ils puissent quand même avoir de l'aide à l'extérieur, qu'ils soient épaulés, appuyés par quelqu'un qui, probablement, vont avoir plus confiance en eux. Et ça nous indique vraiment quelque chose d'intéressant sur le plan que pour agir comme soignant, le simple fait de référer puis de trouver le bon service, le service qui est le plus susceptible de répondre aux besoins de la personne, c'est déjà
une action qui peut être posée qui est extrêmement significative pour les personnes. Par exemple, de référer à un organisme de défense des droits, c'est des choses qui étaient nommées comme étant une porte de sortie de dire, ben, je ne suis pas la meilleure personne pour agir sur le plan de l'accompagnement ici, mais je connais des ressources qui peuvent le faire. Et c'est de mettre en relation ces personnes-là. Donc, encore une fois, un travail de liaison dont on parlait ou d'organisation dont Allen traite dans ses travaux. Une autre citation ici qui nous dit, qui est à Avery, qui travaille dans un contexte d'urgence de mémoire, là. Alors moi, je vais lui parler, je vais lui dire donc à la personne, tu acceptes de rester, tu ne vas pas t'en aller, est-ce que tu veux voir le médecin? La personne me répond, non, j'ai jamais dit que je voulais voir le médecin, je ne veux pas être ici. Alors là, l'infirmière regarde la police et lui dit, ben là, il me dit clairement qu'il ne veut pas être ici, qu'il ne veut pas voir le médecin. Et là, la police va regarder la personne en disant, mais là, tantôt, tu nous as dit que tu dois être ici. Ça, c'est typique, en fait, de la turbulence qui caractérise les milieux de soins psychiatriques en urgence, où finalement, quand on parle de médiation, c'est justement ce travail-là de négociation relationnelle qui doit être fait en différents acteurs, notamment face à des personnes qui finalement ne veulent pas être dans une situation où elles sont en consultation à l'urgence, mais que différents systèmes, un dispositif leur impose, ou même des contraintes légales. Et là, ce travail de négociation-là, c'est un travail de médiation de tous les instants. Maintenant, pour la représentation, et ici, on a souhaité distinguer la représentation de l'auto-représentation, tout simplement parce que dans ce qui nous était dit, c'était deux pratiques qui étaient très différentes. La représentation correspond beaucoup à ce qu'on connaît comme étant de l'advocacy chez le personnel infirmier. Et là, il y a une infirmière qui nous dit, ben moi, les affaires juridiques m'appelaient. Il faut que tu fasses signer rapidement la patiente conteste dans 1 heure. Et j'ai dit au service juridique, écoutez, ma patiente, je suis allé la voir, elle n'a pas fini de lire ses documents. Elle n'a pas compris. Je ne pouvais pas juste lui dire, est-ce que tu veux contester ou pas, signe ici. Ça ne faisait aucun sens. Alors, j'aurais dit au service juridique que c'est impossible, qu'ils remettent un peu la contestation parce que je ne pouvais pas faire signer ma patiente avec les informations qu'elle avait, avec le temps qu'elle avait. Il faut au moins qu'elle puisse lire ses papiers. J'ai pris du temps avec elle. J'ai lu les papiers. Je lui ai expliqué et après ça, elle a décidé qu'elle ne contestait pas parce qu'elle était d'accord. Alors, des fois, c'est de prendre le temps de s'assurer que les patients comprennent bien les choses, leur statut et qu'est-ce qu'ils peuvent, leur droit de contester ou non. Alors ça, c'est un extrait qui est très représentatif des pratiques de représentation qu'on est arrivé à documenter. Là où on diverge, c'est plus au niveau de l'auto-représentation, où finalement, il y a d'autres types de soignants qui nous disaient, ben oui, d'un côté, on peut s'assurer que ces procédures-là sont respectées, puis de veiller au respect des procédures, puis à la qualité de la relation humaine à l'intérieur de ça. Et une autre infirmière nous dit, ben, plutôt que de faire de la représentation, de parler pour la personne, on va s'assurer que la personne puisse parler par elle-même. Donc, on a distingué les deux. Et ici, il y a Fallon qui nous dit, ben, on les invite. Des fois, ils veulent faire des plaintes, alors on peut leur remettre des formulaires, leur dire qu'ils ont le droit. Souvent, ils peuvent appeler un organisme de défense des droits, parler à quelqu'un s'ils trouvent que leurs droits ne sont pas respectés. Souvent, c'est le fait qu'ils soient en garde qui cause un problème. On peut leur trouver un numéro de téléphone, leur remettre un formulaire, et s'ils veulent faire des plaintes aussi, de leur dire qu'ils le peuvent, et leur remettre le formulaire et leur dire qu'on va les faxer pour qu'ils voient qu'on n'est pas contre eux. Donc, on voit que le travail d'autoreprésentation, c'est plus un travail d'accompagnement pour que la personne puisse représenter par elle-même ses propres besoins et exercer ses propres cours. On a également souhaité là, identifier plus précisément les pratiques de soutien à l'exercice des droits. Et ici, on a identifié trois caractéristiques de ces pratiques de soutien-là. Un soutien éducatif, émotionnel et un soutien qui est procédural. Dans le soutien éducatif, on a une infirmière qui nous dit, ben, on les informe sur les droits qui sont maintenus, combien de temps ça va durer, cette fameuse garde, parce qu'il y a la garde préventive, la garde provisoire, c'est compliqué. Je dirais aussi en parenthèse que c'est compliqué pour les soignants aussi parfois. C'est compliqué pour les patients de comprendre tout ça. Et le huissier, pourquoi il faut que j'aille à la cour? Alors, il faut vraiment les accompagner là-dedans. Donc, on voit que finalement, le soutien se fait dans un premier niveau qui est un niveau éducatif, l'information sur les droits. Et c'est un niveau qui n'est pas nécessairement retrouvé dans les pratiques qu'on a documentées. Donc, parfois, cet aspect-là d'éducation thérapeutique, même d'éducation légale, est plutôt absent ou implicite. En termes de soutien émotionnel, on a une autre infirmière qui nous dit, ben, la coercition, ce n'est pas que la coercition. Et ça, c'est important de le comprendre. On se heurte à certaines situations où le patient va fondre en larmes en disant que s'il reste hospitalisé, il va perdre sa maison, il va perdre son emploi. Il ne pourra plus voir ses enfants parce que la DPJ est impliquée. On a des gens qui sont tannés de se faire réadmettre à l'hôpital parce qu'ils manquent toujours leurs injections et c'est vrai que c'est plat. Donc, ici, ce que ça nous indique aussi, c'est qu'il faut s'intéresser aux conséquences de la contrainte sur la trajectoire de soins des personnes. Et ces conséquences-là, elles ne se limitent pas seulement à la perte de liberté, ça peut également impliquer des situations où les gens, finalement, sont dans un réseau de services où l'exemple le plus typique qui est noté ici là, dans la citation, c'est que
la personne était déjà suivie, par exemple, les services de protection de l'enfance. Elle pouvait être dans une situation de précarité du logement, et là, le fait d'être maintenue à l'hôpital, ça mettait un peu en échec tous ces efforts-là. Et donc, ça en appelle au soutien plus émotionnel. Et finalement, au niveau du soutien procédural, et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on voit souvent les procédures comme le respect des délais. Et ça, c'est quand même bien documenté là, dans notre étude. On voyait que les infirmières avaient un très grand rôle dans le respect des délais établis par la loi pour, par exemple, la durée d'hospitalisation pour les gardes préventives provisoires autorisées. On a été capable de documenter que le soutien procédural ciblait en fait d'autres domaines. Et ici, là, il y a une infirmière qui nous dit, on essaie aussi que les gens se présentent bien. Donc, de demander d'avoir leurs vêtements, parce que ce n'est pas tous les hôpitaux qui donnent des vêtements pour passer en cours. Ça, on le sait, la personne, elle doit être bien présentée, bien vêtue. Hein. On réfère aux théories qu'Étienne mobilise aussi sur la présentation de soi là, que Goffman a développée. On leur demande de répondre calmement, d'attendre leur tour, de répondre aux questions. On les fait pratiquer certaines questions pour les préparer. On leur explique le déroulement. Même si c'est devant un ordinateur, parce que le projet s'est déroulé durant la COVID, où là, on avait beaucoup d'audiences à distance, c'est autant vrai le processus judiciaire, la cour. Il faut que ça soit pris au sérieux et on leur explique le déroulement de cette façon-là. Donc, on voit que le soutien procédural, c'est aussi un soutien qui cible les normes informelles, les attentes envers, par exemple, la présentation de soi, en termes aussi de questions qui sont posées aux personnes. On en vient finalement à discuter du travail d'organisation des soins et des services. Là, je vois le temps qui avance, donc je vais faire vite. On a souhaité aussi le mettre de l'avant parce que c'est là que les données nous ont apporté. Puis ici, je vous mets également là, des jugements qui sont issus du travail d'analyse de la jurisprudence qu'on a fait, qui mettent de l'avant que finalement, le rôle de l'infirmière, à l'instar de ce que Davina Allen décrit comme la réalité de la pratique contemporaine, on est un peu moins au chevet et un peu plus en train de gérer les épisodes de soins où là, on a des infirmières qui nous disent, écoutez, moi, je vais expliquer, faire le lien avec le psychiatre parce qu'ils ne sont pas nécessairement vus aussi souvent que les personnes en soins aigus. Notre rôle, c'est d'expliquer ce qui se passe, quelles démarches sont faites. On travaille beaucoup avec les affaires juridiques. On pose des questions parce que parfois, c'est pas clair. Il y a aussi le rôle de l'assistante infirmière-chef dans la situation qui était rapportée, qui, elle, va être libérée, donc va pouvoir vérifier les statuts légaux. Alors, on a ici vraiment l'intersection des systèmes sanitaires, judiciaires, en fait, qui exigent ce travail d'organisation-là. Et je vous mets là, des exemples de jugement où ici, on atteste que les infirmières sont présentes à différents moments de la trajectoire judiciaire là, pour les personnes qui sont hospitalisées sous contrainte. Ici, par exemple, on a un jugement qui nous dit que le demandeur a notifié aux mises en cause une demande d'ordonnance de garde. Le mis en cause est le curateur public, puisqu'il est le tuteur à la personne. La personne a reçu la procédure et les explications en présence de l'infirmier, dont les noms sont publics, mais ici, ce n'était pas pertinent à la situation, donc on les a biffés. Et la personne, on confirme là, qu'elle a refusé de signer. Ici, on a également un autre jugement qui nous dit que le document a été signé en présence d'une infirmière. Et on a également un autre jugement qui nous dit, la médecin, selon les observations infirmières, elle indique que madame ne semble pas proie à des symptômes psychotiques. Donc, on voit que la contribution du personnel, ce n'est pas nécessairement qu'elle est invisible, c'est plus, selon nos hypothèses, un enjeu de reconnaissance, en fait. Ici aussi, on a le jugement de la Cour qui vient finalement un peu contester les normes mises en place par les établissements de santé. Donc, on nous dit, et ça, c'est le formulaire là, qui était joint au document de la Cour, dans la mesure où l'infirmière a réussi à donner des explications claires, dans quelle mesure a-t-on prouvé que l'intimé a compris toutes ces explications? En fait, si le formulaire soumis par l'hôpital était retenu comme valable dans tous les cas, ça équivaudrait presque à déléguer à l'infirmière de service le pouvoir d'accorder la carte dans l'établissement. Donc, ça évoque aussi des difficultés dans l'organisation de nos soins, puis des fois même une contestation qui est faite de part et d'autre là, pour que les choses se fassent dans le quotidien des établissements de santé. Je vous donne ça ici, puis ensuite de ça, on va passer rapidement à la discussion. Je vais laisser Étienne présenter la première diapo, puis je ferai la deuxième. On a souhaité finalement différencier différents types de discours qui étaient mobilisés par les infirmières. Donc, le discours orienté vers la coercion comme mal nécessaire était vraiment au centre de tout ça. C'est-à-dire que c'est un discours qui est assez neutre par rapport au soutien à l'exercice des droits humains, assez neutre par rapport à l'acceptabilité de la coercion comme traitement. Et au bout de ces axes-là, si par exemple on a des traitements qui ont finalement, on accorde une très forte acceptabilité à la coercion comme traitement, mais un très faible soutien à l'exercice des droits, on est vraiment plus dans un discours orienté vers la gestion du risque psychiatrique. Tandis que si on a une acceptabilité qui est très faible et un soutien à l'exercice des droits qui est très fort,
à ce moment-là, ça nous mène vers un discours qui est un peu orienté vers la contestation de la coercition psychiatrique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que si on a une acceptabilité forte de la coercition comme traitement et un soutien qui est également fort, c'est là qu'on va être un peu plus vers le discours orienté comme la coercition comme dernier recours. Merci Pierre pour le lien que tu as pu faire là, avec la perspective des infirmières et des intervenants. Donc, c'est faire beaucoup de liens avec nos deux présentations. Donc, de manière générale, ce qu'on a pu voir un petit peu, là, ça a été nommé à travers nos deux présentations. Donc, qu'est-ce qui ressort des données, entre autres, du premier projet, selon la perspective des personnes hospitalisées? En fait, on peut retenir que l'importance, en fait, surtout pour la pratique infirmière, là, on remarque l'importance d'un accompagnement. Donc, de venir comprendre que les personnes qui vont transiter dans le système de justice ont besoin d'un soutien accru, d'explications, et ce qui ressort là, chez presque la majorité des participants, c'est une écoute active, d'avoir une oreille, en fait, de pouvoir verbaliser ses frustrations et difficultés vécues, et puis de se sentir considéré à titre d'humain. En fait, ça peut sembler un petit peu anecdotique, mais c'est quand même central à une pratique relationnelle avec ces personnes-là. Évidemment, ce qui ressort beaucoup là, dans la plupart des écrits, je pense qu'on ne le répète jamais assez, mais c'est une évidence, une meilleure prise en charge, dans le fond, d'offrir davantage de services, surtout en première ligne en santé mentale. Donc, une prise en charge en amont de la situation de crise permet davantage d'éviter le recours au système de justice, puis le recours aux différentes mesures coercitives dont on vient de présenter. Donc, le fait de travailler en prévention, d'offrir davantage de services, entre autres aux proches, qui sont souvent dépourvus et en situation d'épuisement face à la dégradation de l'état de leurs proches est requise. Et puis, en fait, pour ce qui est de la pratique infirmière, donc nos résultats favorisent aussi une meilleure connaissance des enjeux juridiques de la pratique infirmière en santé mentale, donc une connaissance accrue des différentes mesures légales. Donc, on a parlé beaucoup de la garde, des différents types de garde et de leurs mécanismes de fonctionnement. Une connaissance accrue aussi des autorisations de soins, comment ça fonctionne, puis un travail accru avec les assistants, par exemple les gestionnaires d'unités, pour donner de l'information et puis pour être outillé davantage là, lorsque vient le temps d'expliquer à la personne qu'est-ce qui va se passer comme déroulement à la cour, par exemple. Évidemment, ça prend de la formation continue, puis des connaissances là, diversifiées sur le plan à la fois clinique et légal aussi. Et ça nous montre aussi que finalement, la contribution du personnel soignant, la mise en œuvre de la coercition, c'est quand même quelque chose là, qui est on est capable de le documenter puis de réfléchir à des pratiques en ce sens-là, surtout pour le travail d'organisation, là, afin que les systèmes là, qui cohabitent parfois difficilement, judiciaires, sanitaires, communiquent mieux entre eux. Étienne le dit, là, ça nous informe aussi des connaissances, compétences médico-légales déployées pour répondre aux exigences de la loi. Et ça, avant tout, là, ça identifie plusieurs opportunités de développement des pratiques de soins, surtout en ce qui concerne la reconnaissance, le soutien à l'exercice des droits en santé mentale. C'est là qu'on revient sur le titre de la conférence. Hein. Il y a l'application des lois, mais il y a aussi la reconnaissance des droits qui doivent là, faire partie du processus là, de soins. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation fort, fort intéressante. Ce n'est pas du tout dans mon domaine. J'ai énormément appris. Donc, merci. J'ai beaucoup apprécié aussi là, la façon de rendre, de partager vos connaissances. Là. Ça m'a interpellée personnellement aussi. Donc, je vais laisser peut-être le temps aux gens de poser des questions. Je peux peut-être ouvrir là, la discussion, l'échange, à vous écouter. J'avais en perspective tout le volet de la formation des infirmières dans nos programmes de formation actuels. Est-ce que ça prépare bien les infirmières vraies en psychiatrie? Quelles seraient les stratégies que vous auriez à émettre par rapport à ça? Vous avez aussi mentionné l'importance de la formation continue, là, parce que c'est sûr que les lois évoluent aussi. Il y a une évolution dans le domaine. Mais qu'est-ce que vous auriez à recommander au niveau de la formation des infirmières? Est-ce que ce qu'on a actuellement les prépare bien? Puis, qu'est-ce qui pourrait être fait? Oui, ben, c'est une excellente question. Je sais que nous, on fait énormément d'efforts pour justement que les cursus de formation
soit plus orienté vers en fait une diversité de pratiques que seulement des systèmes de classification psychiatrique. Ça, c'est un enjeu qui est réel. Évidemment, on comprend très bien que l'enjeu aussi, c'est de faire en sorte que les infirmières puissent être formées adéquatement dans une perspective de travail interdisciplinaire qui nécessite quand même que ces savoirs-là soient maîtrisés. Mais dans les dernières années, ça a été, nous, on appelle ça un recalibrage. C'est de dire, OK, la classification, c'est une chose, mais les approches alternatives, c'en est une autre. De faire de la place aussi à tout ce qui relève de la paraidance, à des discours, en fait, qui émergent, en fait, des milieux. C'est des choses qui, à mon avis, devraient prendre une place là, conséquente dans les cursus de formation. Donc, est-ce que ces cursus-là seront parfaits? Non. Parce qu'il y a énormément d'exigences là, de formation. Ces exigences-là sont souvent associées aux attentes institutionnelles envers les infirmières là, sur le plancher, mais il y a quand même matière à développer des pratiques qui sont un peu plus centrées sur l'évolution récente des connaissances en termes de droit. Et là, c'est de ce recalibrage-là dont d'après moi, qui va devoir faire l'objet d'un examen plus attentif dans les prochaines années si on veut que nos programmes soient actualisés. J'ajouterais peut-être que moi, je vous ai présenté les données auprès des patients, mais on a aussi fait un volet auprès des infirmières en milieu institutionnel. Puis ce qui ressort beaucoup, c'est la formation clinique en cours d'emploi, donc le mentorat, le coaching clinique par des collègues d'expérience, et puis l'importance de l'expérience clinique qui se développe avec le temps. Donc oui, il y a le cursus académique qui est important d'apprendre des choses, mais comme Pierre le disait, des fois, nos programmes sont saturés. Là, on a 45 heures de certains cours qui sont déjà très, très, très pleins. On a énormément de volets à couvrir. Donc oui, il y a souvent des volets qui sont vus, là, les différents types de garde, c'est couvert, mais c'est vraiment en cours d'emploi là, avec du mentorat avec des collègues, puis de l'expérience clinique sur le terrain que ça peut se développer davantage. Bien, merci beaucoup. Je vais prendre les questions là, qui sont dans notre chat. Alors, c'est une question de Alice, donc qui vous remercie là, pour la super présentation, très intéressant. Sa question, c'est, elle se demande si vos recherches ont également permis de trouver des traces de coercition informelle dans le travail infirmier et comment cela s'inscrit dans les pratiques d'intervention. C'est une super question. Alors, de mon côté, la réponse est je n'en ai pas trouvé tout simplement parce que c'est une limite de l'étude. Si on avait été en mesure de faire des observations dans les unités de soins, ça aurait été quelque chose qu'on aurait été en mesure de capter. Il y a parfois des éléments qui étaient notés dans les entrevues à l'effet qu'on persuadait la personne d'avoir accès à certains soins, que ces instruments-là coercitifs pouvaient même être des leviers. Donc, ça, on a ce type de discours-là. De là, à le généraliser puis d'en faire un résultat qu'on est capable pour lequel on est capable de faire une démonstration complète. Je vous dirais que là, de mon côté, en fait, l'étude qui a été menée avait une limite importante par rapport à ça. Ben, en fait, j'ai un autre projet en cours justement sur la coercition informelle en milieu psychiatrique là, auprès des infirmières. Puis évidemment, on parle beaucoup de la coercition formelle, en fait, ce qui est légalisé, là, entre autres l'isolement en contention, la médication forcée, le recours à la garde, par exemple, ce sont des types de formels, mais ce qui est informel, c'est plus difficilement quantifiable ou c'est peu documenté dans les notes. Donc, dans les écrits, là, on parle beaucoup d'offrir fortement un PRN, d'offrir fortement, par exemple, de suivre les règles décrites sous peine de probablement d'avoir des conséquences futures, mais c'est toujours un petit peu masqué. Donc, c'est difficilement perceptible. Mais pour les infirmières rencontrées, là, oui, en effet, dans leur pratique, encore une fois, on vient au mal nécessaire. En fait, on dit que c'est souvent moins pire d'utiliser la coercition formelle que de recourir à des mesures plus formelles et plus coercitives, là, dont l'isolement, la contention, puis d'aller chercher une demande, par exemple, d'ordonnance de traitement devant le juge. Mais généralement, ils ont tendance à considérer ça comme un ultime recours aussi. Puis, du côté des patients, c'est souvent vu comme étant la même gradation, sinon presque aussi pire que la coercition formelle. Le fait d'avoir des règles très, très strictes, des façons de faire, des repas précisément à telles heures, l'impossibilité de sortir à l'extérieur. Donc, toutes ces petites mesures de coercition s'accumulent beaucoup là, souvent pour les personnes qui se voient judiciarisées ou qui font l'objet de coercition. Mais c'est un autre domaine qui est fort intéressant, en effet, et qui est peu exploré en sciences infirmières.
Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à notre auditoire. Donc, c'est le temps que nous avions aujourd'hui. Pour le prochain webinaire, on en a un dernier avant la fin de l'année. Donc, mardi prochain, le 19 décembre, le webinaire s'intitule Perspectives critiques en histoire pour une analyse politique de la discipline et de la profession infirmière. Alors, le webinaire sera animé par Evie Nazon, professeure agrégée à l'UQO. Et vous pouvez vous inscrire, là, vous pouvez aller sur notre site et vous inscrire si vous souhaitez y assister. Donc, encore merci infiniment à nos deux conférenciers extrêmement intéressants. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée et de semaine. À la prochaine.